Bienvenue au cœur de l'histoire. Je suis Virginie Giraud. Cette semaine, je vais vous raconter le drame maritime le plus épique du XXe siècle, le naufrage du Titanic. Le paquebot de rêve a sombré dans l'Atlantique Nord le 15 avril 1912, alors qu'il était réputé insubmersible. D'infimes détails semblent converger vers cette fin tragique qui a fait basculer les destins d'hommes et de femmes célèbres ou anonymes. C'est cette histoire passionnante et pleine de rebondissements que j'ai envie de vous faire découvrir dans cette série spéciale en 4 épisodes. Titanic, un inéluctable naufrage. Épisode 1, le rêve de Bruce Ismay. Nous sommes à Londres à l'été 1907. Lord Bruce Ismay, le président de la compagnie maritime White Star Line, dîne chez Lord James Spirey, l'un des associés de la société de chantier naval Harland & Wolff. Les deux hommes commentent les performances de 2 nouveaux paquebots d'une société concurrente. Le Lusitania et le Mauretania sont les transatlantiques les plus luxueux et les plus rapides du monde. Les 2 lords sont convaincus de pouvoir faire mieux. Ce soir-là, ils imaginent 3 super paquebots à la pointe de la modernité. L'Olympique, le Titanic et le Gigantic. Ces mastodontes des océans seront les nouveaux fleurons de la White Star Line. Quelques années plus tard, après un long chantier à Belfast en Irlande, leur rêve se concrétise. Le premier des 3 paquebots est mis à flot. En 1911, l'Olympique fait son voyage inaugural. La presse conquise le surnomme le roi des mers. L'année suivante, le RMS Titanic, son sister ship, son navire sœur, s'apprête à s'élancer pour sa première traversée de l'Atlantique. Ce paquebot a un plus gros tonnage que l'Olympique, c'est-à-dire qu'il a une plus grande capacité de transport et ses infrastructures sont encore plus luxueuses. Le mercredi 10 avril 1912, celui que l'on surnomme déjà le paquebot de rêve est amarré à Southampton, au sud de l'Angleterre. Depuis le quai, on peut admirer sa coque noire longue de 269 mètres. Au point le plus large, le bateau mesure 28 mètres. Les ponts supérieurs ont fraîchement été peints en blanc. 4 lourdes cheminées montent vers les cieux, orange à la base, noir au sommet. 2 mâts, à l'avant et à l'arrière, font culminer le Titanic à 45 mètres. À bâbord et à tribord, sur la partie noire de la coque, près de la poupe, on peut lire en lettres géantes le nom du vaisseau, Titanic, en hommage aux titans de la mythologie, des divinités géantes qui ont précédé les dieux de l'Olympe. 2200 personnes seront à bord pour la première traversée. Une partie des passagers embarque ici, à Southampton. Les autres embarqueront lors des escales à Cherbourg en France et à Queenstown en Irlande. Les 890 membres d'équipage sont déjà à bord. Les mécaniciens ont pris place dans les entrailles du bateau où ils nourrissent d'immenses chaudières dont la fumée s'échappe par 3 cheminées. La 4e est purement décorative. Les marins s'affairent à leur poste et les employés du personnel hôtelier se dispersent dans les différents ponts du navire en fonction de la classe à laquelle ils ont été affectés, la 1re, la 2e ou la 3e classe. Violet Jessop, 24 ans, prend ses fonctions en 1re. Bien qu'elle ait déjà travaillé à bord de l'Olympique, elle est époustouflée par la beauté du Titanic. Cette femme à l'épaisse chevelure brune ne passe pas inaperçue. Elle sympathise très vite avec le musicien John Hume, un blondinet aux traits délicats, membre de l'orchestre des 1res classes. Mais les membres du personnel n'ont pas le temps de discuter. On attend du très beau monde. Thomas Andrews, le concepteur du Titanic, est monté à bord en même temps que le personnel hôtelier. Il a décidé de faire la traversée inaugurale pour surveiller son paquebot et s'assurer que tout fonctionne pour le mieux. Il contemple les plans de son bateau. Tout est pensé pour le rendre insubmersible. Il a conçu une double coque. En cas de choc léger, la première couche pourrait être enfoncée sans abîmer la seconde.
Le bateau est aussi divisé en 16 compartiments étanches dans le sens de la longueur. Les cloisons imperméables montent jusqu'au pont D ou au pont E, bien au-dessus de la ligne de flottaison. Même si 4 de ces compartiments prenaient l'eau, le navire continuerait à flotter. Cela permettrait d'attendre les secours en toute sécurité. Mais un scénario où 4 compartiments seraient inondés est inimaginable. Au cas où il faudrait vraiment évacuer le bateau, il y a 16 canaux de sauvetage en plus de 4 radeaux pliables. Ils permettent d'évacuer la moitié des personnes à bord. C'est plus que ce que la loi exige pour un bateau de cette taille à cette époque. Et puis, il y a plus de gilets de sauvetage que de passagers. Thomas Andrews a tout prévu. Les passagers de première classe prennent possession des ponts supérieurs qui leur sont réservés. Les salons se remplissent de femmes aux têtes couvertes de grands chapeaux et d'hommes en costumes sombres. Les mâles s'entassent dans les suites, les bijoux sont rangés dans les coffres et les chiens de race conduits au chenil. Parmi les passagers considérés comme les hôtes de marque, il y a la comtesse de Ross qui appartient autant à la vieille noblesse britannique qu'à la nouvelle élite financière. Avec son port altier et son air flegmatique, elle a tout de la parfaite aristocrate. Elle quitte son pays pour rejoindre son mari en Californie où il travaille au développement de l'agriculture. On aperçoit aussi Sir Cosmo Duff Gordon qui parade au bras de son épouse Lucille. L'aristocrate, grand propriétaire terrien anglais, s'est fait une réputation de sportif en devenant vice-champion olympique d'escrime. Sa jeune femme est quant à elle à la tête d'un petit empire de la mode. Elle vient de lancer une ligne de vêtements pour femmes qui se veulent élégants et confortables. Elle a capté sa riche clientèle en faisant défiler des mannequins sur un podium, du jamais vu. Le banquier Hudson Allison est également à bord. Il voyage avec sa femme et ses 2 jeunes enfants, Lauren et Trevor. Monsieur Allison a embauché une nouvelle gouvernante, Alice Cleaver, pour aider sa femme à s'occuper des enfants. Mais Madame Allison n'est pas très à l'aise avec cette femme qui a l'air si dure, mais il faudra faire avec pendant la traversée. Lord Bruce Ismay, le président de la White Star Line, a lui aussi décidé de faire le voyage. Il a bien l'intention de battre un record de vitesse avec son nouveau paquebot et il veut être présent pour recevoir le ruban bleu, la récompense offerte par le rassemblement des compagnies maritimes au navire le plus rapide sur le trajet transatlantique. La partie du navire réservée à la seconde se remplit de la classe moyenne issue de la révolution industrielle. Professeurs, juristes, sportifs partent s'installer à New York ou faire des affaires. Nombre d'entre eux ne font pas leur première traversée de l'océan aujourd'hui. En revanche, ils sont surpris par le luxe des cabines et des salons comparables à celui des premières classes sur d'autres paquebots. La 3e classe, composée de confortables dortoirs et d'une belle cantine, accueille en son sein des immigrants irlandais, finlandais ou français pleins d'espoir. Ils voyagent vers le nouveau monde où ils se construiront une vie meilleure. C'est la promesse du rêve américain. Le voyage commence. Les marins larguent les amarres qui retiennent le Titanic au numéro 44 du quai de la White Star Line dans le port de Southampton. Les badauds et les journalistes regardent le paquebot de 269 mètres de long s'engager dans le chenal de la Teste pour prendre la mer. Le Titanic déplace tant d'eau sur son passage qu'il provoque une vague. Celle-ci emporte un petit bateau, le New York, amarré en couple à un autre navire à quai. Les cordes qui le retiennent à terre se rompent sous la pression et l'embarcation dérive vers le Titanic et frôle sa coque avant de refluer à bâbord. Le paquebot est passé à un cheveu de l'accident. Certains marins superstitieux y voient un mauvais présage, d'autres de la chance puisque le pire n'a pas eu lieu. Le capitaine du navire, John Smith, fait partie des optimistes. Ce vieil officier de marine commerciale avec sa barbe blanche et sa casquette enfoncée sur les yeux ne manque pas d'allure. Il a gravi les échelons de la White Star Line et voyagé sur presque tous les bateaux de la compagnie.
Il connaît tous les dangers de l'Atlantique, et notamment ceux des icebergs qui se détachent des banquises au nord du Groenland. Après 25 ans de carrière à la White Star Line, il s'apprête à faire sa dernière traversée sur ce petit bijou avant de prendre sa retraite. Après une courte traversée de la Manche, le Titanic s'arrête à Cherbourg, en France. De nouveaux passagers montent à bord. Parmi eux, il y a quelques stars des salons mondains. John Jacob Astor est l'homme le plus riche d'Amérique. Cet homme grand, fin et élégant, âgé d'une 50aine d'années, connaît tous les millionnaires à bord. Sur le Titanic, il est comme chez lui. D'ailleurs, il a réservé la plus belle suite du pont C. Lorsque Molly Brown arrive dans les salons, la bonne société fronce le nez. On méprise un peu cette femme issue des bas-fonds dont le mari a fait fortune en trouvant de l'or dans le Colorado. On la trouve grossière, d'autant plus qu'elle milite pour le droit des femmes. Mais la brune de 45 ans au visage ovale ne s'en laisse pas compter. Elle a un regard plus perçant que toutes les duchesses et les comtesses à bord et leur fait la conversation avec un naturel qui les déconcerte. Pendant que les cancans vont bon train dans les salons feutrés de première, le capitaine Smith gère un accident dans la salle des machines numéro 5. Un feu s'est déclaré dans une soute à charbon. L'incendie est rapidement maîtrisé, mais le bateau prend du retard sur ses objectifs. Le lendemain matin, le 11 avril 1912, après une dernière escale à Queenstown en Irlande, le paquebot prend enfin la mer à 13h30. Autour de lui, il n'y a plus que du bleu. La vie s'organise sur les ponts supérieurs pour les premières classes. Une lumière zénithale s'écoule depuis la verrière du grand escalier. Les passagers qui le souhaitent peuvent privilégier les 3 ascenseurs qui font d'incessants allers-retours entre le pont A et le pont D. La salle à manger est le lieu de sociabilité par excellence. Les passagers s'y retrouvent pour partager la table d'un ami ou faire connaissance avec de nouvelles personnes pendant les 8 à 9 services compris dans le repas. Les passagers peuvent prendre le thé au café véranda. Ces meubles en osier blanc rappellent les jardins d'hiver des hôtels particuliers des grands bourgeois. Les enfants des milliardaires peuvent y jouer en toute sécurité. Lassés par la présence des bambins engoncés dans leur tenue de dentelle blanche, les hommes se replient vers le fumoir attenant. La femme de lettres Hélène Churchill Candy fuit elle aussi les rires d'enfants et se réfugie dans le café parisien où les serveurs sont français. Installée face à l'océan, elle lit un ouvrage emprunté à la bibliothèque du bateau et écrit sa correspondance sur le papier aux armes de la White Star Line laissé à disposition dans le salon d'écriture. Les hommes, quant à eux, peuvent aller entretenir leurs moustaches chez le barbier ou s'entraîner à la salle de sport avant d'aller dîner au restaurant à la carte que les passagers surnomment modestement le Ritz. Nous sommes le vendredi 12 avril 1912. La mer est calme, le ciel limpide. Le Titanic est si stable qu'on ne ressent même pas le roulis. C'est à peine si le vrombissement des moteurs émet une vibration. Le navire franchit symboliquement le milieu de l'Atlantique. Le lendemain, samedi 13 avril, Elizabeth Lines, l'épouse du directeur médical de la compagnie d'assurance New York Life Insurance, descend au café du pont D après le déjeuner. Déguster le chaud breuvage dans la quiétude du salon est devenu sa petite manie durant la traversée. Elle commande une boisson chaude lorsqu'elle aperçoit 2 hommes entrer dans la pièce. Le premier porte une barbe blanche et une tenue d'officier de marine. Elle reconnaît immédiatement le capitaine Smith. À côté de lui se tient un homme à la longue silhouette élégante. Ses moustaches brunes s'affinent aux extrémités et rebiquent vers le haut. Cet homme, Elizabeth le connaît. Elle le fréquentait quand il habitait à New York quelques années auparavant. Pour en être sûre, elle demande confirmation au garçon de café. Celui-ci affirme qu'il s'agit bien de Bruce Ismay, le président de la White Star Line. Alors qu'elle sirote son café, Elizabeth écoute leur échange.
Elle ne veut pas être indiscrète, mais les deux hommes parlent des performances du Titanic. Ismay a l'air très satisfait. Il compare les performances de l'Olympique à celles du Titanic. Pendant les premières 24 heures de navigation, le paquebot de rêve a parcouru 484 000 marins, soit presque 900 km. C'est plus que l'Olympique. Dans les 24 heures suivantes, le Titanic a encore augmenté sa vitesse. Ismay est très enthousiaste. Il souhaite que les mécaniciens poussent les machines à fond parce que le rodage se passe bien. Le Titanic peut aller encore plus vite. Nous sommes le samedi 13 avril 1912. Dans le café des premières classes situé sur le pont D, la passagère Elizabeth Lines tend l'oreille pour écouter la conversation de Lord Ismay avec le capitaine Smith. Le président de la White Star Line souhaite pousser les machines à fond pour décrocher un nouveau record de vitesse transatlantique. À la surprise de la passagère, Smith écoute passivement son patron. Il n'a pas l'air enthousiasmé et pourtant, l'idée d'un dernier succès avant la retraite devrait le tenter. À moins qu'il refuse de donner son opinion sincère au président de sa compagnie maritime. Elisabeth sursaute presque quand Ismay frappe du poing sur la table en s'écriant qu'il battrait l'Olympique, le sister ship du Titanic inauguré l'année précédente, et qu'ils arriveraient à New York mardi soir au lieu de mercredi, c'est-à-dire en moins de 8 jours. Alors que le soleil se lève en ce dimanche 14 avril, le temps est toujours aussi clément. L'air est froid et piquant, mais l'atmosphère marine est sereine. Quelques passagers matinaux de première classe ont réservé le cours de tennis pour commencer la journée avec un peu d'exercice. À la fin de la matinée, plusieurs offices religieux sont célébrés dans les salles à manger. Un service anglican pour les premières classes en présence du capitaine Smith, un autre en deuxième classe sous la houlette de son second, puis un service catholique pour les deuxième et les troisième classes. À cette époque, les Irlandais qui migrent massivement respectent toujours l'autorité du pape et ne sont pas assez riches pour se payer des billets de première classe où la clientèle est majoritairement protestante ou anglicane. Les deux agents en charge de la radio à bord n'ont pas quitté leur poste pour assister à l'office religieux. Jack Phillips, 25 ans, et son assistant, Harold Bride, 21 ans, ont pour consigne de privilégier, dans la mesure du possible, les messages personnels des passagers aux messages de navigation. Les navires utilisent leur radio pour communiquer entre eux sur la présence d'icebergs dans cette région de l'Atlantique Nord. C'est très fréquent au printemps et terriblement dangereux. Les navires se donnent aussi des informations sur leur position et se viennent en aide en cas de besoin, comme l'exigent les règles de la marine. Le service au client passe avant tout. Jack Phillips est épuisé car la nuit dernière, son émetteur est tombé en panne. Il a passé des heures à le réparer. À 5 heures du matin, enfin, sa radio s'est remise à émettre. Dans l'intervalle, les messages des passagers se sont amoncelés sur son bureau. Des histoires de rendez-vous d'affaires ou de dîner. Rien d'urgent en réalité. Peu avant 13 heures, le Caronia, un transatlantique de la Cunard Line, transmet au Titanic la présence d'icebergs un peu plus au nord. Le message est remis au capitaine Smith qui le transfère au second lieutenant Charles Lightoller. Toujours scrupuleux, celui-ci le punaise au mur de la chambre des cartes. À 13h40, un message en morse sonne dans les oreilles des opérateurs radio. Le Baltique, un autre navire de la compagnie maritime White Star Line, donne au Titanic la position précise de 2 icebergs qui dérivent en direction du paquebot de rêve. Il lui demande également de relayer une demande de remorquage pour un navire allemand en panne de charbon. Harold Bride transmet le message radio au capitaine Smith, croisé sur le pont A, qui le fourre dans sa poche après y avoir jeté un œil. Le capitaine remercie l'opérateur et rejoint un groupe de passagers de première classe parmi lesquels se trouve Bruce Ismay. Discrètement, il lui tend le message du Baltique comme une mise en garde silencieuse. Chercher un record de vitesse dans une zone d'iceberg est dangereux.
Bruce Ismay plie le message et quitte le groupe après des salutations cordiales. Le crépuscule donne des allures de tableau impressionniste à l'horizon. 2 passagères de première classe, Emily Ryerson et Marianne Thayer, prennent l'air sur le pont D. Marianne cherche à divertir Emily qui porte le deuil de son fils aîné. Les 2 femmes se sont emmitouflées car l'air est polaire. Bruce Ismay, nu-tête et sans manteau, surgit sur le pont et les salue avec l'élégance d'un hôte attentionné. Il entame une conversation badine, puis sort le message du Baltique de sa poche et raconte aux 2 femmes que le bateau entre dans une zone d'iceberg. Son ton désinvolte les choque. Emily Ryerson parcourt des yeux le message que lui tend Ismay. Elle lui demande ce qu'il compte faire pour le bateau en panne. Rien. Ismay ne compte rien faire pour ce bateau qui en trouvera bien un autre pour le remorquer. Il préfère donner l'ordre d'allumer 2 nouvelles chaudières pour filer vers New York et montrer au monde entier ce que son paquebot a dans le ventre. Nous sommes toujours le dimanche 14 avril. Il est 19h10. Lord Bruce Ismay savoure un cigare avec délectation. Les volutes bleues lui rappellent celles des cheminées du Titanic qui fument quelques dizaines de mètres au-dessus de lui. Le capitaine Smith pénètre dans la pièce. Il le cherchait afin de récupérer le message du Baltique pour l'afficher dans la salle des cartes. S'il a tardé à faire remonter le message aux officiers, il en a bien tenu compte. Le capitaine a donné l'ordre de prendre un cap sud-ouest pour éviter les zones de glace avant de bifurquer plein ouest vers New York une fois le danger passé. Le Titanic n'effectue pas une ligne droite pour rallier New York depuis l'Angleterre. Son itinéraire forme un angle. En choisissant un chemin plus long parce qu'il navigue plus au sud que nécessaire, le Titanic devrait éviter les icebergs. Le changement de cap après avoir évité les zones de glace s'appelle tourner le coin de la rue. Au même moment, les officiers du Titanic achèvent de savants calculs. Ils se préparent à croiser des icebergs vers 23h. Au poste radio, Harold Bride rédige le compte-rendu de la journée pendant que Jack Phillips dort après sa nuit blanche. Le récepteur radio est éteint pour le laisser refroidir et éviter d'autres pannes dans la soirée. La nuit est tombée. Le ciel est noir comme l'encre. Des millions d'étoiles scintillent. Il n'y a pas un souffle d'air, les flots semblent immobiles. C'est rare et plutôt gênant en mer. S'il n'y a pas de vagues, aucune frange d'écume blanche ne se formera à la base des icebergs, ce qui les rend moins visibles. Il fait presque 0 degré. Plusieurs passagers ont l'impression de sentir l'odeur ténue et particulière de la glace dans l'air, une odeur légèrement piquante qui évoque les glaciers des montagnes. L'équipe de quart se concentre sur la navigation. Sur les ponts inférieurs, les 3e classes ont improvisé une fête. Les 2e chantent des cantiques et les premières se régalent de homards et de champagne. Il est maintenant 21h30. Jack Phillips a rallumé la radio. Maintenant qu'il capte le cap Race au sud de Terre-Neuve, il peut envoyer en urgence les messages des passagers. Jack est concentré et fatigué. Soudain, un message en provenance du Mesaba lui vrille les tympans. Il annonce une banquise et des icebergs à proximité. Jack prend sur lui et remercie poliment son confrère, puis coupe la communication sans transmettre le message à la passerelle. À 22h, les lumières sont éteintes dans les salons de 2e et de 3e classe. Les passagers se retirent dans leur cabine. Quelques rares couche-tard bravent le froid sur le pont ou entament une partie de cartes dans un coin. En première, les passagers regagnent leur cabine après le concert. Les hommes s'attardent au fumoir pour prolonger la soirée. De leur côté, les marins Frederick Fleet et Reginald Lee prennent leur tour de garde dans le nid de pie. Depuis leur base accrochée au mât le plus proche de la proue, ils observent l'horizon. Mais ce soir, tout est noir et indistinct. Frédéric cherche frénétiquement les jumelles du nid de pie. En vain. Une précédente vigie a dû les garder.
Plutôt que de descendre à la passerelle en chercher une autre paire, le marin fixe l'horizon en se dandinant pour lutter contre le froid. La température est maintenant en dessous de 0. Au poste radio, Jack Phillips est à nouveau dérangé. Cette fois, c'est le Californian qui lui envoie un message de navigation. Le bateau tout proche signale s'être arrêté au milieu d'une banquise. Excédé, Jack répond en morse « Silence, je travaille, je suis connecté sur le Cap Race !» L'opérateur radio du Californian, un peu étonné par cette réaction, éteint sa radio 1 heure plus tard et va se coucher. Vers 23h30, Frederick Fleet commence à plisser les yeux. Il a l'impression que l'air se voile. Il se concentre et croit distinguer une masse noire. Soudain, il comprend ce qu'il voit. Il se jette sur la cloche du Nitpi et sonne 3 coups. À la passerelle, on comprend instantanément qu'il y a un obstacle droit devant. Le téléphone sonne. Le 6e lieutenant décroche. Il entend Fleet lui hurler « Iceberg, droit devant !» Il fait passer l'information au 1er lieutenant Murdoch. Le bateau avance à une vitesse de 22 nœuds et demi, soit 41 km/h. L'iceberg est si proche que Murdoch, depuis la timonerie, en voit maintenant les contours. Il se jette sur le télétransmetteur relié à la salle des machines et ordonne « Machine en arrière toutes et barre à tribord toutes ». Cela impose d'arrêter les machines pour les faire repartir en arrière, une manœuvre trop longue quand le danger est si proche. L'immense paquebot ralentit à peine et vire très lentement sur bâbord. Trop lentement. Dans le Nitpi, la vigie Frederick Fleet suit le monstre de glace des yeux. Le Titanic semble virer suffisamment. La proue esquive l'iceberg qui défile maintenant à tribord. Fleet retient son souffle. Et puis, un bruit de déchirure métallique résonne douloureusement dans ses oreilles. L'iceberg frotte contre la coque, fait sauter les rivets, les clous qui tiennent les plaques de la coque, et enfonce la tôle en ouvrant des voies d'eau sous la ligne de flottaison. Des blocs de glace tombent sur le pont. Les rares couche-tard émerveillés ont abandonné leur partie de cartes pour un foot avec un morceau de glace gros comme un ballon. Depuis la timonerie, le 1er lieutenant Murdoch ordonne un autre changement de cap. L'avant est touché. Il espère pouvoir éloigner l'arrière du Titanic de l'iceberg et limiter les dégâts. Mais il sait que c'est trop tard. Certain qu'il y a déjà des avaries, il frappe d'un coup de poing le bouton qui ferme les portes des cloisons étanches des ponts inférieurs. Il espère ainsi que tous les compartiments étanches ne seront pas inondés. Il peut en perdre 4. Seulement 4. Pas un de plus. Sorti du lit par ce boucan d'enfer, le capitaine Smith se précipite à la passerelle. Une phrase du 1er lieutenant Murdoch lui suffit pour prendre la mesure du drame. Smith envoie un officier inspecter les fonds du navire. En chemin, celui-ci croise un postier qui lui signale que la salle de tripostale est inondée. Quelques minutes plus tard, Thomas Andrews arrive à la passerelle, ses plans à la main. L'architecte du Titanic est livide. Il sait déjà combien de compartiments sont inondés. Il prend une respiration et fait son rapport au capitaine Smith. Nous sommes le 14 avril 1912, un peu avant minuit dans l'Atlantique Nord. L'architecte du Titanic, Thomas Andrews, a surgi sur la passerelle. Blême, il annonce au capitaine Smith que les 6 premiers compartiments étanches du Titanic prennent l'eau. Avec 4 compartiments inondés, le bateau aurait pu attendre les secours et peut-être même atteindre New York. Mais avec 6 compartiments noyés, il va couler. Le poids de l'eau à l'avant va faire plonger l'étrave et soulever la poupe.
L'eau va donc gagner les compartiments suivants en passant au-dessus des cloisons étanches qui s'arrêtent, selon les endroits, au pont D ou au pont E. Le navire va sombrer par l'avant et on ne peut rien y faire. L'architecte Thomas Andrews estime disposer d'1 heure pour évacuer le bateau. Mais il n'y a pas assez de canaux pour toutes les âmes à bord. La législation n'oblige pas les paquebots à avoir assez de canaux de sauvetage pour tous les passagers, et Thomas Andrews ne voulait pas surcharger les ponts supérieurs avec trop d'embarcations jugées inutiles. Il est impossible de savoir si le premier lieutenant Murdoch se rend compte de l'erreur de navigation qu'il a commise. Il a pourtant appliqué les consignes de la White Star Line à la lettre, mais s'il avait pris l'iceberg de pleine face, il aurait abîmé 1 ou 2 compartiments étanches. Et puis, s'il n'avait pas ordonné une marche arrière, le bateau aurait viré plus vite et aurait peut-être évité le pire. Mais maintenant, le pire est là et il doit l'assumer. Dans sa suite, Bruce Ismay, le président de la White Star Line, a compris qu'il se passait quelque chose. Le capitaine Smith tâche d'être rassurant, mais il comprend que son rêve de record transatlantique sombre avec son paquebot. Il passe un costume par-dessus son pyjama et gagne le pont A. Dans les cabines, de nombreux passagers et membres d'équipage ont été réveillés par le bruit de la coque déchirée. Certains ont cru que le Titanic perdait une hélice ou une ancre. Personne ne s'inquiète vraiment, mais tout le monde a remarqué un détail étrange. Le bateau ne vibre plus. Les machines sont éteintes. Les 3e classes, plus proches des fonds, réalisent que quelque chose d'anormal se produit. Les passagers, dont les cabines se situent à l'avant, se sont habillés et ont fait leur bagage. Ils gagnent tous les salons situés à l'arrière. Tout le monde finit par les imiter. Installés dans le hall d'accueil des 3e classes, ils ont l'air d'attendre le débarquement. Sur les ponts des 2e classes, la rumeur de l'abordage avec un iceberg se répand comme une traînée de poudre. Personne ne veut rester au lit. Les passagers de première, plus sceptiques que les passagers des ponts inférieurs, conservent leur calme. D'une part, ils sont convaincus que le Titanic ne peut pas couler, et d'autre part, s'il coulait, le personnel de bord viendrait les chercher pour évacuer. Habitués à ne prendre aucune initiative, les femmes restent au lit pendant que les hommes vont voir sur les ponts s'ils peuvent se rendre utiles. Le Titanic est certes insubmersible, mais il faut bien réparer l'avarie. Il est presque 00h30 et certains passagers remarquent que le sol du Titanic penche étrangement vers l'avant. D'autres aperçoivent des marins rouler des bâches qui couvrent les canaux de sauvetage. Les passagers les plus avisés comprennent enfin qu'une évacuation se prépare et ils s'organisent. Aucune sirène ne sonne, aucun exercice d'évacuation n'a été fait dans les jours précédents. Le capitaine Smith est en pleine improvisation. L'ordre est d'abord donné à tous les hommes de l'équipage, marins, personnel de cabine ou cuisiniers, de mettre leur gilet de sauvetage et de venir aider à préparer les canaux. Mais les consignes circulent mal. 1 heure après l'arrêt des moteurs, une partie de l'équipage ignore encore ce qu'il se passe. Les 3e classes, étonnamment lucides, s'empressent de revêtir leur gilet de sauvetage. En revanche, sur les ponts supérieurs, beaucoup de passagers refusent encore de croire que le Titanic est en train de couler. Vers 00h30, les personnels de cabine frappent aux portes des cabines de 2e classe pour ordonner aux passagers de s'habiller et de mettre leur gilet de sauvetage. En 1re classe, les personnels de cabine réveillent doucement les passagers, et l'architecte Thomas Andrews parcourt lui-même les ponts des premières pour prier les milliardaires de monter sur le pont A. Ceux-ci prennent place dans les salons où l'orchestre joue pour les distraire. L'un des officiers aide une passagère à ajuster son gilet de sauvetage et lui promet que tout sera réglé avant l'heure du petit déjeuner. Cela fait maintenant 20 minutes que les opérateurs radio ont l'ordre d'envoyer un CQD pour Come Quick Danger en morse. Jack Phillips et Harold Bride plaisantent en envoyant ce message. Ils ne réalisent pas encore que le naufrage est inéluctable. Et pour cause, le capitaine Smith n'a pas été clair sur l'urgence de la situation. À tribord, le premier lieutenant Murdoch supervise la mise à l'eau des canaux.
Mais comme le Titanic penche de plus en plus, il faut maintenant faire une grande enjambée depuis le pont pour sauter dans le canot suspendu au-dessus de l'eau noire. Murdoch appelle calmement un groupe de passagers de première classe. Personne ne veut monter dans le canot. Ça semble être de la pure folie de quitter le Titanic pour cette coquille de noix. Quelques couples se décident à embarquer. Murdoch appelle de nouveaux volontaires. Personne. Il ordonne la mise à l'eau du canot numéro 7. Il n'y a que 30 personnes à bord alors qu'il pourrait en contenir 65. Près du canot numéro 5, Bruce Ismay, le président de la White Star Line, perd patience. Il exhorte les marins à évacuer le bateau plus vite. Perturbé, un marin rend compte de l'ordre d'Ismay au capitaine Smith qui lui indique de suivre les ordres du propriétaire du Titanic. Enfin, Ismay et les marins font monter des passagers de première dans le canot. Encore une fois, personne ne barre le passage aux hommes. Ismay appelle à la ronde les dames pour embarquer. Une femme de chambre se présente timidement, surprise par sa propre audace. Ismay l'attrape par le bras et l'aide à prendre place. Le canot numéro 5 est mis à l'eau avec 40 personnes pour 65 places. Dans la cabine radio, Jack Phillips et Harold Bride ont réussi à joindre le Carpathia et l'Olympic, mais les deux navires sont à plusieurs heures du Titanic. Bride propose d'envoyer maintenant des SOS, le nouveau signal de détresse marin. Sa simplicité en morse, 3 courts, 3 longs, 3 courts, a vocation à remplacer le CQD. SOS pour Save Our Souls, sauver nos âmes. Le deuxième lieutenant Charles Lightoller, un marin expérimenté qui sillonne le globe depuis ses 13 ans, vient aider à la manœuvre de sauvetage à bâbord car l'évacuation n'a pas encore commencé de ce côté du Titanic. Lightoller essaye de presser la manœuvre. Dépité par l'incompétence de ses supérieurs, il prend les choses en main. En quelques minutes, il remplit aux 3/4 le canot numéro 6 avec une majorité de femmes. Parmi elles, il y a Molly Brown, la nouvelle riche que les aristocrates méprisent. Sa vie d'aventurière dans le Colorado lui a permis de vite comprendre les événements et de garder la tête froide depuis le début du naufrage. Elle se montre calme et efficace et tente même de rassurer d'autres passagères. Lightoller ne remplit pas complètement le canot, non par négligence, mais par prudence. Il craint que l'esquif ne plie en haute mer. Frederick Fleet, le marin qui le premier a vu l'iceberg, fait partie de l'équipage de ce canot. Mis à l'eau, l'esquif s'éloigne pour éviter l'aspiration du Titanic quand il coulera complètement. À minuit 45, le capitaine Smith croit apercevoir le feu de mât d'un bateau au loin. Il ordonne qu'on lance des fusées de détresse. Ironie du sort, il n'y a que des fusées blanches alors que les fusées de détresse doivent être rouges. Il s'agit manifestement d'une erreur de l'artificier. Les fusées blanches ne servent qu'à faire la fête. Devant le canot numéro 8, on aide la passagère de première classe Ida Strauss à quitter le Titanic, mais elle se ravise. Elle refuse de partir sans son époux, Isidore Strauss, le fondateur des grands magasins américains Macy's. Ils ont vécu une vie ensemble. S'il doit mourir, elle mourra avec lui. Alors les passagers poussent Isidore à embarquer avec sa femme, mais il refuse à son tour. Pas question d'avoir un passe-droit par rapport aux autres hommes. Le vieux couple amoureux se met en retrait pour attendre. Ils savent déjà que leur destin est scellé. 3 autres canots à moitié vides sont encore mis à l'eau. Le couple Cosmo Duff Gordon, le milliardaire et son épouse créatrice de mode, embarquent dans le canot numéro 1 avec leurs proches, comme s'ils partaient en promenade. Le permissif lieutenant Murdoch leur offre littéralement une barque privée. À bord, il y a 5 membres de cette famille et 7 marins. Alors que ceux-ci rament pour s'éloigner du Titanic, ils lèvent la tête et s'arrêtent soudain, sidérés par le spectacle qu'ils contemplent.
Les lettres titaniques peintes sur l'étrave sont à moitié sous l'eau. Les marins réalisent qu'ils ne sont que 12 à bord, dont 2 femmes, et que leur canot pouvait accueillir 40 personnes. En 3e classe, le parcours du combattant commence. Les marins autorisent les femmes et les enfants à suivre un itinéraire complexe à travers les 2e et les 1res classes pour accéder au pont A et évacuer. Comme elle parle anglais et espagnol, la femme de chambre de 1re classe Violet Jessop est envoyée en renfort pour transmettre des informations aux passagers non anglophones. Grâce à l'équipage, quelques femmes de 3e et de 2e classe parviennent ainsi à se frayer un chemin vers un canot de sauvetage. Les hommes sont priés d'attendre. Les plus téméraires explorent le bateau dans tous les sens pour trouver un passage vers les ponts supérieurs. À 1h20 du matin, le riche banquier Hudson Allison, qui voyage en première avec sa femme, ses 2 enfants et sa gouvernante, réalise enfin que quelque chose de grave se produit. Jusque-là, les Allison avaient préféré rester au lit et ne pas réveiller leurs enfants. Alors que le père part aux nouvelles, Alice Cleaver, la nurse, essaye d'habiller tant bien que mal sa patronne qui fait une crise de nerfs. Alice elle-même est terrifiée. Quand un steward leur ordonne de monter sur le pont, elle réalise qu'elle ne peut pas gérer une mère de famille totalement dépendante et 2 enfants en bas âge. Alors elle agit sur un coup de tête. Elle enroule le bébé encore endormi dans une couverture et monte avec lui vers les canots, abandonnant Madame Allison et sa petite fille à leur sort. La gouvernante, portée par son instinct de survie, embarque avec le bébé dans le canot numéro 11. À bâbord, le 2e lieutenant Charles Lightoller ne laisse plus embarquer que les femmes et les enfants. Il a brièvement quitté son poste pour prendre des armes et les distribuer aux officiers. Il sait que le chaos est tout proche. Il n'y a presque plus de canot. Les marins en charge du canot numéro 14 repoussent désormais avec une rame un groupe d'hommes étrangers de 3e classe qui veut monter dans le canot déjà plein. L'officier Harold Lowe, un subalterne de Lightoller, quitte la passerelle pour aider à superviser la mise à l'eau de ce bateau. Pour contrôler l'émeute sur le point d'éclater, il sort son arme pour ramener le calme. 68 personnes ont pris place à bord du canot 14, essentiellement des femmes et des enfants. Sur ordre d'un de ses supérieurs, l'officier Harold Lowe monte dans le canot plein comme un œuf avec pour ordre de prendre le commandement de la flottille des canots de sauvetage. Alors que le bateau est sur le point de toucher l'eau, plusieurs hommes s'apprêtent à sauter à l'intérieur. L'eau tire un coup en l'air. Une surcharge à bord du canot risquerait d'être fatale à tout le monde. Alors que Lowe range son arme, il manque de basculer. Les amarres se sont emmêlées et le canot ne descend plus que d'un seul côté. Le jeune lieutenant sort un couteau et coupe les câbles. Le canot chute brutalement dans l'eau, accompagné par les hurlements de ses passagers. Il est 1h40 du matin. Les passagers des 14 canots qui s'éloignent du Titanic sont hypnotisés par le spectacle du naufrage du paquebot de rêve dont l'énorme poupe sort de l'eau. Il brille encore de 1000 feux. L'électricité fonctionne toujours grâce à l'abnégation des techniciens. Ils ont décidé de rester à bord car ils savent qu'il faut de la lumière pour évacuer les passagers. Depuis le pont supérieur, le capitaine Smith, muni d'un mégaphone, demande au canot à moitié vide de revenir et d'embarquer d'autres passagers. Le canot numéro 6 est assez proche pour revenir, mais les marins aux commandes ordonnent de ramer plus fort pour ne pas être aspirés par le Titanic quand il coulera. La nouvelle riche Molly Brown, bien que défavorable à cet ordre, prend une seconde paire de rames et pagaie avec l'aide d'une femme de chambre. Le canot s'éloigne du paquebot en perdition. À 1h45 du matin, il ne reste que 2 canots et 4 radeaux pliables pour 1700 personnes. L'architecte Thomas Andrews ne sait plus quoi faire pour pousser les femmes terrifiées à monter dans les canots. On raconte que l'orchestre, affublé de gilets de sauvetage, aurait joué un chant religieux, « Plus près de toi, mon Dieu ».
Le milliardaire Benjamin Guggenheim, l'un des passagers de première classe, a décidé de mourir en gentleman. Il fume des cigares en grande tenue dans les salons. La femme de chambre polyglotte Violet Jessop est invitée à quitter son poste pour embarquer sur le canot 16 et aider les passagers à bord. On lui confie un bébé dont elle devra retrouver la mère dès que possible. Au poste de radio, Jack Phillips et Harold Bride continuent leurs appels de détresse. Le Carpathia, le navire le plus proche du Titanic, sera là dans 4 heures, alors que le bateau ne tiendra pas plus de 20 minutes. À bâbord, le 2e lieutenant Charles Lightoller continue à faire embarquer des femmes sur le canot numéro 4. Le milliardaire John Jacob Astor demande s'il peut accompagner sa très jeune épouse Madeleine. Elle est enceinte. Le marin est inflexible. Malgré son interdiction, des soutiers désespérés se laissent glisser le long des amarres quelques secondes avant la mise à l'eau. Il est 1h50 du matin. Il ne reste plus que 4 canots pliables arrimés au-dessus du quartier des officiers pour quitter le Titanic. L'eau est déjà en train de s'engouffrer dans les salons de première classe du pont B. Bruce Ismay, le président de la White Star Line, regarde l'eau noire avaler son paquebot. Le gaillard d'avant a déjà disparu sous les flots glacés. Des hommes viennent de déplier le radeau C. Un groupe de femmes et d'enfants embarque. Le cœur de Bruce Ismay cogne dans sa poitrine. Il a fait tout ce qu'il a pu pour aider à évacuer le Titanic. Il se laisse 1 seconde pour faire son choix. Mourir avec lui ou grimper dans le radeau C. Périr avec honneur ou vivre en lâche. Il est presque 2 heures du matin en ce lundi 15 avril 1912. Lord Bruce Ismay, le président de la White Star Line, s'est rendu utile autant qu'il a pu pour participer à l'évacuation du paquebot. Il sait que le Titanic va sombrer dans quelques minutes. Il reste 1700 personnes à bord et seuls 4 petits radeaux pliables sont encore disponibles. Ismay se tient devant le radeau C qui vient d'être déplié près de la passerelle des officiers. Il ne devrait pas songer à y prendre place, question d'honneur. Et pourtant, silencieusement, presque lentement, il enjambe le plat-bord et s'assoit à l'intérieur au milieu des femmes. À quelques pas, le 2e lieutenant Charles Lightoller dirige d'une main de fer la mise à l'eau du radeau D. Pas question de déroger au code d'honneur de la mer. À part 2 marins pour les manœuvres, aucun homme n'embarquera dans ce radeau. Alors que plusieurs hommes se ruent vers l'embarcation, il brandit son arme. Les témoignages des survivants et le sien sont contradictoires. Impossible de savoir s'il a juste sorti son pistolet, tiré en l'air ou touché un passager. Quoi qu'il arrive, le mouvement de foule cesse. L'équipage forme alors une chaîne autour du radeau pour ne laisser passer que les femmes. Alors que l'esquif va être mis à l'eau, Lightoller reçoit l'ordre d'un supérieur de prendre place à bord. Le lieutenant refuse. 2 passagers de première n'ont pas sa force d'âme. Ils sautent du bastingage dans l'embarcation sur le point de toucher l'eau. À bord, de très nombreux passagers, comme bien des marins, ont accepté l'idée de leur mort imminente. Beaucoup le perçoivent comme une forme de sacrifice et n'ont même pas cherché à se sauver pour laisser leur place à une personne qui en aurait plus besoin qu'eux. Certaines dames de première, comme la jeune Miss Evans, s'extirpent de 2 canots de sauvetage où on veut la faire monter de force pour mourir en héroïne romantique et blasée avec ses amis milliardaires John Thayer et George Widener. Pour eux, c'est une question de décence ou d'honneur. La majorité des passagers restés à bord ont reflué vers la poupe pour échapper à la montée des eaux du côté de la proue. Certains chantent des cantiques. Les hommes de 3e classe sont enfin autorisés à rejoindre les ponts supérieurs, mais au vu de la situation, peu tentent leur chance. Quelques centaines de passagers se pressent encore près du quartier des officiers où se trouvent les 2 derniers radeaux. La pente du bateau est si forte que les manœuvres s'annoncent périlleuses, d'autant plus que les lumières électriques commencent à vaciller. Le capitaine Smith se rend dans la cabine radio et autorise les 2 agents à quitter leur poste.
Jack Phillips hoche la tête et poursuit ses appels à l'aide en diffusant la position exacte du navire en perdition. Harold Bride enfile son gilet de sauvetage et passe dans sa cabine récupérer ses économies. En sortant, il tombe nez à nez avec un soutier qui tente de subtiliser le gilet de sauvetage de Phillips. Bride lui saute dessus, le plaque au sol et le cogne jusqu'à ce que l'homme s'évanouisse. Alors qu'il relève la tête pour reprendre son souffle, il entend le bouillonnement de l'eau qui s'engouffre dans les coursives toutes proches. Cette fois, l'opérateur radio Jack Phillips abandonne son poste, enfile son gilet, et les 2 télégraphistes foncent vers le quartier des officiers tout proche où ils aident au dégagement du radeau B. Dans la précipitation, celui-ci tombe sur le pont A, puis dégringole sur le pont B lors de la tentative malheureuse de mise à l'eau. La voix métallique du capitaine Smith résonne dans un mégaphone. Il relève ses marins. Maintenant, c'est chacun pour soi. D'un coup, l'avant du bateau s'enfonce de plusieurs mètres dans l'Atlantique, avalé par une vague noire. Les opérateurs radio Jack Phillips et Harold Bride font partie de ceux qui rallient à la nage le radeau B qui flotte à l'envers. Bride se hisse dessus comme il peut pour tenter d'échapper à l'eau glacée et Phillips s'y cramponne, encore immergé dans l'eau. Le 2e lieutenant Charles Lightoller nage aussi, mais un courant l'aspire vers le fond. Il lutte de toutes ses forces. Son salut vient de la première cheminée du Titanic qui se détache et chute dans l'eau dans une pluie d'étincelles et de suif. Une bulle d'air chaud projette Lightoller loin du courant d'eau froide qui l'aspirait. Il parvient à agripper une corde du radeau B et se hisse sur l'embarcation. Depuis les canaux, les rescapés contemplent l'horreur. L'électricité vient de s'éteindre. Le bateau est si incliné que tout ce qui n'est pas arrimé glisse dans un fracas diabolique. On entend les cris des passagers piégés à bord. Bruce Ismay tourne le dos à la scène. Il est incapable de regarder le naufrage. Soudain, un bruit terrifiant s'élève dans l'air. Le bateau se déchire entre la 3e et la 4e cheminée. La poupe retombe brutalement sur l'eau, mais la partie avant, toujours accrochée à l'arrière par la quille, l'entraîne dans les profondeurs. La poupe se dresse à la verticale. La quille cède enfin. L'arrière du Titanic flotte comme un bouchon. Quelques dizaines de secondes, 1 minute, le temps semble suspendu. Et puis, la poupe coule à pic, entraînant dans l'eau les derniers passagers accrochés au bastingage. Il est 2h20 du matin. Après les bruits de métal déchiré, les bouillons infernaux des vagues et les cris désespérés, le silence vrille soudainement les tympans des rescapés. La température de l'eau est entre 0 et 4 degrés. Au contact de la peau, elle provoque une douleur si vive qu'elle paralyse la majorité des naufragés. Seuls les plus athlétiques parviennent à nager. Grâce à leurs gilets, les naufragés flottent la tête hors de l'eau au milieu des débris du paquebot de rêve. Le froid les engourdit, la douleur s'atténue, ils ferment les yeux. L'hypothermie les tue en moins d'1 heure. Les passagers des canots n'osent pas venir au secours de ces malheureux. Ils craignent que leurs embarcations prises d'assaut ne chavirent. À bord du canot numéro 1, où se trouve uniquement la famille Duff Gordon, un soutier envisage un sauvetage. Le bateau est presque vide, mais Lucille, la papesse de la mode, s'insurge énergiquement. Alors le soutier renonce. Les autres se taisent. Un peu plus tard, les marins se plaignent d'avoir tout perdu. Ils savent que la White Star Line ne les dédommagera pas et arrêtera de les payer après l'heure du naufrage. Dans un grand élan de générosité, Sir Cosmo Duff Gordon offre $5 à chacun d'entre eux. Seul le canot numéro 4 part en expédition de sauvetage. Pendant que les marins rament, les femmes sortent de l'eau 5 hommes. 2 mourront de froid dans la demi-heure suivante.
Plusieurs nageurs se tiennent comme ils peuvent au radeau B qui flotte à l'envers à cause de la vague qui l'a emporté. Les hommes qui sont parvenus à monter dessus, à l'instar du deuxième lieutenant Charles Lightoller, ne les aident pas à se mettre au sec car l'embarcation menace de céder. Un gentleman agreement se met en place. Chacun fait ce qu'il peut sans nuire aux autres. À bout de force, l'opérateur radio Jack Phillips lâche le radeau, déjà happé par la mort. Ceux qui en sont capables se mettent à prier d'une seule voix. Lightoller reconnaît Harold Bryce tout près de lui et le questionne sur les secours. On attend le salut du Carpathia, du Baltique ou de l'Olympique, tous à plusieurs heures de là. À bord du canot numéro 14, le jeune lieutenant Lowe respecte les ordres donnés par ses supérieurs. Il attache son embarcation à 3 autres canots et à un radeau pliable et prend la tête de la flottille. Il répartit ses passagers dans les canots afin d'en libérer un complètement et d'aller repêcher des naufragés. En faisant passer les femmes de son canot dans un autre, il remarque une dame bien soucieuse de cacher son visage. Il lui arrache son châle et découvre un homme qui s'est déguisé en femme pour être évacué. Avec mépris, il le pousse dans le canot numéro 12. L'expédition de sauvetage de Lowe est un échec. Il navigue au milieu des cadavres congelés et ne sauve que 2 personnes. Mais Lowe refuse d'abandonner. Enfin, il entend un appel au secours. Le garçon de bain Harold Phillimore flotte sur un panneau de bois. Lowe met de longues minutes à ramer entre les cadavres pour le sortir de l'eau. C'est son histoire qui inspirera le sauvetage du personnage de Kate Winslet dans le film Titanic de James Cameron. À 4 heures du matin, les rescapés transis de froid et désespérés aperçoivent enfin les feux du Carpathia. Les canots se mettent à ramer dans sa direction. Avec l'aube, le ciel prend des teintes roses. Les naufragés aperçoivent des formes blanches refléter la lumière du matin. On dirait qu'ils sont entourés de voiliers. Ce sont en réalité des icebergs. Il y en a partout autour d'eux. Au petit matin, tous les survivants ont pris place à bord du Carpathia. Les passagers les accueillent avec des couvertures. Le personnel de bord leur offre du café et des gâteaux. Bruce Ismay fuit ses compagnons d'infortune. Le chirurgien du Carpathia le repère sans le reconnaître. Il le prend pour un simple naufragé sous le choc et insiste pour qu'il se mette au chaud et avale une soupe. Le président de la White Star Line refuse et demande une faveur. Rester seul dans un endroit calme. Le chirurgien conduit Ismay dans sa propre cabine où il restera cloîtré jusqu'à l'arrivée à New York. La nouvelle du naufrage du Titanic a gagné la côte américaine grâce au relais radio des navires transatlantiques. Le mardi 16 avril 1912, le New York Times fait sa une sur le drame. L'opérateur du Carpathia tente de dresser des listes des survivants avant l'arrivée du navire à New York. Les rescapés survivent comme ils peuvent à leur traumatisme, ce qui rend la situation explosive à bord du Carpathia. On moque les veuves trop démonstratives, on vilipende l'aristocrate qui se plaint d'avoir des ampoules parce qu'elle a dû manipuler une rame, on houspille les marins qui ont refusé d'aller chercher les naufragés qui agonisaient dans l'eau froide. Dans un coin du bateau, Alice Cleaver, la gouvernante du banquier Hudson Allison, tient entre ses bras le bébé de son patron. Elle sait que ses employeurs et leurs filles sont morts parce qu'ils n'ont pas réussi à quitter le Titanic. La femme de chambre Violet Jessop a quant à elle retrouvé la mère du bébé qu'on lui a confié quand elle est montée sur le canot de sauvetage. Pour elle, c'est un soulagement. Le radiotélégraphiste Harold Bride est pris en charge par le chirurgien. Il a une jambe tellement glacée qu'il pourrait bien la perdre. Mais ce n'est pas pour ça qu'il pleure. Il a vu mourir d'hypothermie son collègue Jack Phillips sous ses yeux. Le deuxième lieutenant Charles Lightoller a repris du poil de la bête. Avec d'autres marins qui ont survécu, il récapitule chaque moment du naufrage pour essayer de comprendre ce qu'il s'est passé. Ses 2 supérieurs, le premier lieutenant Murdoch, l'homme à la barre quand le Titanic a heurté l'iceberg, et le capitaine Smith, ne sont pas à bord du Carpathia. Lightoller est certain qu'ils se sont suicidés.
D'ailleurs, un capitaine n'est pas censé survivre au naufrage de son bateau si tous les passagers et les membres d'équipage n'ont pas été sauvés. Le jeudi 18 avril 1912, en fin d'après-midi, le Carpathia arrive à New York. Le quai est noir de journalistes et de curieux. Les canots du Titanic sont amarrés à la place du paquebot sur le quai de la White Star Line. Leur présence ne fait que rendre l'absence du paquebot plus évidente. Très vite, une enquête est ouverte. Les survivants sont auditionnés. Leurs témoignages sont si précis qu'on pourrait refaire l'histoire du naufrage du Titanic minute par minute. Une somme de détails converge vers l'inéluctable naufrage. La fatalité semble avoir tiré les ficelles de cette tragédie. Désormais, les rescapés doivent apprendre à vivre avec leur traumatisme. Violet Jessop reprend du service sur le Britannic, le 3e sister ship de l'Olympique et du Titanic, qui ne sera finalement pas nommé Gigantic. Elle sera à bord quand le bateau torpillé coulera pendant la Première Guerre mondiale et elle y survivra encore. Cela lui vaudra le surnom de Reine des naufrages. Alice Cleaver ne sera jamais vue comme une sauveuse d'enfants et on lui imputera la mort de ses employeurs. Le petit Trevor sera rendu à sa famille paternelle. La comtesse de Ross est encensée par la presse pour avoir manié de ses blanches mains le gouvernail de son canot de sauvetage. La nouvelle riche Molly Brown est surnommée l'insubmersible dans tous les tabloïds. Madeleine Astor se voit confier l'héritage de John Jacob Astor d'une valeur de 5 millions de dollars à condition de ne jamais se remarier. Mais la veuve de 19 ans décline cette offre pour convoler quelques années plus tard. Sir Cosmo Duff Gordon et sa femme Lucille cherchent à passer pour des bons samaritains car ils ont donné 5 $ aux marins de leur canot. Malgré les robes de deuil de Lucille et ses larmes de crocodile, l'opinion ne leur est guère favorable. Le couple conserve le soutien infaillible de la bonne société londonienne qui continue à se fournir dans les boutiques de mode de Lucille. En tant qu'officier le plus gradé ayant survécu, Charles Lightoller défend bec et ongles ses confrères, non pas par fidélité à la White Star Line, mais par loyauté envers sa hiérarchie et les marins morts. Son efficacité et son sens de l'honneur font de lui l'un des héros de cette nuit tragique. Il continuera à travailler pour la White Star Line, mais ne recevra jamais le commandement d'un navire par superstition. En 1940, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il participera avec son bateau personnel à l'évacuation des troupes britanniques de Dunkerque. 706 personnes ont survécu au naufrage du Titanic. 1517 sont mortes. Bruce Ismay doit vivre avec leur fantôme et le poids de sa lâcheté. En 1912, il est l'homme le plus détesté entre Londres et New York. L'année suivante, on lui retire la présidence de la White Star Line. Il ne quittera presque plus ses résidences personnelles jusqu'à la fin de sa vie. Le 14 juillet 1986, le sous-marin Alvin découvre l'épave du Titanic qui gît par 3810 mètres de fond. Sa carcasse en 2 morceaux témoigne de la violence du naufrage. On peut encore voir des assiettes cassées au pied des vaisseliers ouverts, des lunettes oubliées, une poupée esselée. Rongé par la rouille et les micro-organismes marins, le Titanic disparaîtra totalement dans les décennies à venir, mais il restera longtemps encore le personnage principal du plus épique naufrage de l'histoire maritime.